Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'ai décidé de mettre les points sur les i par rapport aux prononciations sino-japonaises, car beaucoup ont du mal à comprendre la différence entre les deux, et moi-même, j'ai dû faire des recherches un peu plus poussées. Bref, avant d'en dire plus sur la kun et la onyomi, intro. Allons dans le vif du sujet et parlons d'abord de la kunyomi. La lecture japonaise enseignée est utilisée pour la majorité du vocable japonais, vocabulaire oral. Elle sera d'ailleurs utilisée pour la prononciation des kanji accolés à des hiragana. Par exemple, le mot verbal manger s'écrira avec un kanji et des kana, ta, beru. Ceci dit, parfois deux kanji accolés seront prononcés avec la kun, ou alors un seul des deux kanji pourra se prononcer avec la kunyomi. Mais j'y reviendrai plus tard. Évidemment, il existe des exceptions, même beaucoup d'exceptions, mais c'est une bonne règle de base. Et pour info, on écrira la prononciation des kanji lus avec la kunyomi en hiragana. Certains kanji d'ailleurs n'ont qu'une kunyomi, étant donné que certains caractères ont été spécifiquement créés au Japon. Par exemple, komu, être encombré, être bondé, être plein, est un mot purement japonais et même son kanji. De plus, dans un texte japonais, on pourra voir au-dessus ou à côté d'un caractère des kana écrits en tout petit pour aider à la lecture du kanji. En tout cas, de temps en temps. Ces kana aident à la lecture sont appelés les okurigana, littéralement les syllabes qui accompagnent. Maintenant, passons à la onyomi, où il y a un peu plus de choses à dire. La lecture chinoise sonore, elle, est l'essai de compréhension orale des japonais, des kanji parlés par les chinois. Autrement dit, c'est la lecture phonétique ou l'imitation de la prononciation chinoise du caractère. Elle est basée sur le son du caractère tel que prononcé par les Chinois au moment où le kanji a été introduit, ainsi que de la zone d'où il a été importé. C'est généralement la prononciation des kanji accompagnée d'autres kanji. Par exemple, la pierre de construction, sekizai, et l'association de deux caractères qui se prononcent tous deux ensemble en onyomi. On écrira d'ailleurs la lecture des kanji lus avec la on en katakana. Il existe cependant plusieurs types de lectures sino-japonaises, onyomi, qui correspondent à des époques et à des dialectes chinois différents. Par exemple, la go-on du dialecte de Wu, la kan-on de l'époque Han et la to-on de l'époque Dong. Le chinois et le japonais ont depuis évidemment subi des évolutions phonétiques qui rendent souvent peu évidente la similarité d'origine. Les lectures de ce type dont on ne peut pas identifier une origine chinoise sont appelées kanyo-on, littéralement la lecture sonore d'usage habituel. De plus, certains kanji n'auront qu'une lecture sonore on et n'auront pas de vocable japonais à poser dessus. Ils seront alors utilisés tels quels. A noter qu'un kanji composé d'une syllabe en chinois pur pourra avec la prononciation japonaise devenir 2 ou 3 syllabes. Par exemple, blanc, pai en chinois deviendra haku en onyomi japonaise. Aussi, la syllabe n finale n'existait originellement pas dans le japonais. En effet, on finissait les mots, ou du moins dans les mots eux-mêmes, on utilisait la syllabe mu, et ce n'est que lorsque la onyomi fut créée qu'on commença à tronquer le mu en n finale. Ainsi, se pourrait-il qu'en entendant une syllabe qui se termine par n finale, ce soit une lecture on sonore, donc chinoise. Mais existe-t-il une méthode miracle pour savoir comment prononcer ? Hélas, il n'y a pas de recette miracle pour la prononciation des mots et des mots verbaux sino-japonais. Tout se joue quasiment au cas par cas selon les associations de kanji ou de kanji avec les kana. Par exemple, le caractère de la force, kyo, en onyomi, se prononcera ainsi dans le mot kyoki, la bonne mémoire, mais se prononcera go dans le mot goyoku, avare ou radin, alors que ce kanji n'a pas toujours la prononciation go mentionnée dans les dictionnaires. Malheureusement, c'est au cas par cas. Pour faire encore plus fort, il y a des mots dont le premier caractère se lira en onyomi et le second en kunyomi. Par exemple, l'émission télévisée Ban Gumi est composée de la onyomi ban et de la kunyomi gumi, du verbe japonais kumu, assembler. Ceci dit, si on peut faire ainsi, alors l'inverse est tout aussi vrai. Certains mots commenceront par la kunyomi et se termineront par la onyomi. Par exemple, l'échantillon mihon est composé de la lecture kun-mi et de la lecture on-hon. Généralement, rien qu'en entendant la lecture kun dans une phrase, il sera alors facile de comprendre de quel mot on parle, tandis qu'en entendant seulement la lecture on, il peut être malaisé de comprendre de quel caractère il peut s'agir à cause du trop grand nombre d'homophones.
N'oublions pas que les kanji en Chine pouvaient être pris seulement pour leur prononciation à l'époque, à cause de ces mêmes homophonies. En somme, la lecture japonaise pourra facilement désigner le sens du kanji, tandis que la lecture sonore chinoise pourra facilement désigner la prononciation de ce dernier selon un des dialectes ou de l'une des époques desquelles elle provient. Par exemple, la montagne se prononce yama en japonais, donc on comprendra de suite qu'on parle de montagne, car il y a moins d'homophonie dans la langue parlée japonaise, mais se prononcera en onyomi, san, du fait qu'en chinois pur, la montagne se prononce shan. Cependant, la prononciation san pourra faire référence à beaucoup d'autres caractères de même prononciation, ce qui veut dire que sans le kanji, il sera moins aisé de comprendre qu'on parle de la montagne. Pour conclure, la lecture kun, donc japonaise, sera utilisée généralement dans les très grandes lignes pour le vocable japonais en tant que nom complet sans autre kanji ou kana, les syllabes japonaises à l'écrit, ou justement en tant que mot adjectival ou verbal en associant le dit kanji avec des kana. Ainsi, la lecture on, donc chinoise, sera utilisée généralement, toujours dans les très grandes lignes, pour les mots sino-japonais composés de plusieurs kanji. Elle sera utilisée aussi pour désigner un kanji tout seul et pour les classer dans un dictionnaire la plupart du temps. De ce fait, c'est bien d'apprendre un à un les kanji, mais à côté, il vaut mieux aussi apprendre le vocabulaire pour bien différencier et comprendre les nuances qu'un kanji peut avoir quand il est associé avec d'autres caractères, que ce soit avec d'autres kanji ou avec des kana. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à commenter, aimer, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et matane!